Mais je ne suis pas là pour vous parler ni de courage ni de Covid, hein, pour vous parler d'enracinement. Or, ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on court après la gauche. Hein. On court après la gauche, on court après des modèles qui ne sont pas les nôtres, hein. En particulier en termes d'écologie enracinée, en termes de localisme. Tous nos modèles, la plupart de nos modèles, malheureusement, viennent de la gauche, sinon de l'extrême gauche. Hein. Donc, en fait, on joue chez l'adversaire. On a un petit peu, avec la gauche, comme les Chinois sont vis-à-vis de la technologie occidentale. Hein. Ce qui n'est plus le cas, puisque désormais, ils produisent des produits à très haute valeur ajoutée. Jusqu'à présent, ils nous copient. Donc, nous, on copie. Il nous manque d'exemples enracinés. Et là, je dois dire, je suis bluffé. On en parlera après, pendant les questions, si vous le souhaitez. Mais on a un exemple concret dont je crois, notre devoir est en tout cas à ceux qui en sont à la source, hein, de le faire connaître, hein, pour brandir un étendard, brandir un exemple, hein, on n'en a pas. Voilà, donc j'interviens sur le localisme d'identité. On n'a pas l'habitude d'articuler localisme et identité, et pour cause. C'est la gauche qui porte les thèmes localistes. À droite, il y a très peu de gens qui parlent de localisme. Il y a Hervé Juvin, qui a écrit un micro-parti associé au Rassemblement National. Il y a Alain de Benoît, c'est depuis une vingtaine d'années. Et du reste, il a été un mentor, étonnamment, de Benoît pour Academia Christiana, en tout cas sur la question de l'autonomie, du localisme, de l'identité. Mais on n'a pas du tout, osons, mais c'est aussi une émanation de ce qu'on appelle la nouvelle droite. Donc on a très peu d'exemples, on n'a pas d'exemples. Tous nos exemples, c'est à gauche. Or, à gauche, le localisme, c'est un localisme extraterritorial, c'est un localisme sans local, c'est un localisme sans esprit des lieux, sans génie des lieux, c'est un localisme qui n'est pas habité. Et du reste, à gauche, aujourd'hui, on parle de localisme ouvert. À quoi peut bien correspondre un localisme ouvert? On est confronté à un oxymore. Si c'est un localisme ouvert, où est le lieu s'il est ouvert? Ce mot localisme non plus n'est pas bon. Moi, je vous invite à réfléchir, en particulier toi, Guillaume, et puis la famille, votre famille, à réfléchir sur ce mot localisme. Local, c'est local poubelle. Ici, on n'est pas dans un local poubelle. Donc il faudrait qu'on invente un mot à la hauteur de l'ambition d'un tel projet, un mot qui soit poétique, qui soit habité, qui fasse envie, parce que c'est pas un local rangement, au contraire, c'est un projet de vie, c'est un projet d'autonomie, donc c'est mon sujet. Sauf que, je vous préviens par avance, c'est pour déminer le terrain. Moi, je vais aborder le sujet d'une manière un peu abstraite, faute d'incarnation. Voilà, l'incarnation, on l'a ici. Je vais aller un peu vite. Je vais vous parler de philosophes. Je le regrette. Pendant vos vacances, vous avez beaucoup de temps. Ou plus de temps que d'habitude, en particulier ceux d'entre vous qui sont lycéens ou étudiants. Vous avez un grand romancier dans le coin, c'est Guillaumin, que j'ai pas lu depuis une éternité, Guillaumin, qui est un grand ami, qui est un paysan, pauvre. Je pense même que c'est un journalier, je ne vais pas dire des bêtises, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie d'un simple, sur la vie des paysans dans le Bourbonnais il y a un siècle de cela. Daniela Lévy était fasciné par lui, il a fasciné quantité d'intellectuels, il a dû apparaître dans la lettre d'ailleurs, je pense. Moi, je suis un néo-bourguignon. En Bourgogne, on a un auteur fantastique que je vous invite à découvrir, c'est Henri Vincenot et l'Abbaye Baude. Pour vous, l'Abbaye Baude, vous allez retrouver le projet qui est le vôtre dans l'Abbaye Baude, et le grand rêve de Vincenot, qui est un rêve familial de réenracinement. Si je vous parle de littérature, on en a pour une semaine. Donc, mais simplement profitez de vos soirées avant de vous endormir pour lire tous les grands auteurs. Dans chaque pays de France, on a un grand auteur régional, de Giono à Guillaumin, de Vincenot à Marcel Aimé, il est aussi jurassien, il y en a quantité d'autres. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler donc de philosophes qui ont défendu l'identité. Il y a un philosophe dont personne ne parle. Peut-être que l'Angela vous en a parlé. En termes d'identité, Claude Lévi-Strauss, là, pour le coup, c'est un grand réactionnaire, un grand conservateur, a beaucoup écrit pour nous. Je vous recommande sa dernière conférence donnée à l'UNESCO en 70 sur race et culture, où il met les pieds dans le plat. Le grand théoricien de l'antiracisme, ce qu'a été Lévi-Strauss, pense les races au sens de Peggy, au sens de Ramu, autre grand écrivain, Ramu, enracinement vaudois, enracinement suisse. Mais qu'est-ce que nous dit Lévi-Strauss, qui est le grand théoricien de l'antiracisme? Il nous dit pas que les hommes, il en va des hommes comme des espèces. À un moment donné, il faut qu'elles se protègent, et qu'elles se protègent de l'autre. Il en va des hommes comme des espèces, toutes les espèces, dont la nôtre, nous Européens en l'occurrence, nous Blancs, eh bien, nous devons défendre ce que nous sommes, nous devons défendre notre civilisation. Alors, un petit mot sur l'identité. L'identité est attaquée de partout.
c'est le premier article de mon sujet. L'identité est attaquée depuis 2500 ans. Ça fait 2500 ans que l'identité est attaquée. Que le principe d'identité est attaqué. Attaqué par qui? Par la philosophie, et en particulier dans la philosophie, par les sophistes. Qui récusent ce concept d'identité. Pour eux, je parle des sophistes, l'identité serait plurielle, fluctuante, liquide. Ce sont des mots que vous entendez régulièrement à la radio. La seule identité qui est aujourd'hui concevable, c'est cette identité-là. Donc cette identité qui est négociée. Mais comment le moi, comment l'identité pourrait-elle se disperser, se démultiplier ainsi? C'est pas possible. Logiquement, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à un cercle d'être carré. Pas plus que vous pouvez exiger du singulier, ce qu'est l'identité, qu'elle soit plurielle. On a une identité, elle ne peut pas être plurielle par définition. C'est philosophiquement intenable. Et c'est pourtant ce qu'on demande aujourd'hui à l'identité, sa pluralité. Dès lors que l'identité est plurielle, c'est-à-dire le localisme ouvert par exemple, eh bien elle est censée vous prédisposer à faire bon accueil à l'autre. Une identité c'est raciste, une seule identité c'est raciste, plusieurs c'est antiraciste. Alors dites-vous bien que ça c'est du radotage philosophique, c'est de la sophistique. Ce sophisme anti-identitaire est vieux comme la philosophie, il remonte à 2500 ans en Grèce. Et il y a un exemple fameux qui est repris dans Plutarque, qui était un livre que lisaient nos aïeux, que faisaient lire nos aïeux à leur progéniture, aux enfants. Parce que Plutarque, c'était une éducation à l'héroïsme. Et dans Plutarque, il y a une vie de Thésée. Et dans la vie de Thésée, il y a le fameux bateau de Thésée. Or, les Grecs gardaient ce bateau-là à travers des âges, comme une relique du voyage de Thésée. Eh bien, ils ont été amenés à remplacer un à un les pièces de bois du bateau, jusqu'à ce qu'un jour venant, au bout de plusieurs années, le bois du bateau ayant pourri, eh bien, toutes les pièces du bateau, il n'y avait plus aucune pièce d'origine. Et la question que posent les philosophes, est-ce que, lorsque toutes les pièces du bateau de Thésée ont été remplacées, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée? Les sophistes disent que non. Les sophistes vous disent non, ce n'est pas le bateau de Thésée, c'est un autre bateau. La preuve en est, c'est que c'est un autre matériau qui a été mis à la place. Et les gens du peuple vous disent non, ça c'est le bateau de Thésée. Et ils ont raison. Pourquoi ont-ils raison? Parce que le bateau de Thésée raconte une histoire, il ne raconte pas une essence. Ce paradoxe ne fait qu'illustrer un dilemme philosophique qui lui aussi est antérieur et qui remonte au présocratique. Donc ça nous ramène 2500 ans, 2600 ans en arrière. Et c'est le fameux argument de la croissance, auquel le nom d'un poète grec et philosophe est associé. Vous ne le connaissez pas, mais vous le détournez, c'est Épicharde, qui était un grand blagueur, un grand pince sans rire. Vous allez voir en quoi il réduit à néant les critiques de l'identité. Cela étant dit, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle l'argument de la croissance. Et il faisait remarquer que si vous ajoutiez une pièce par exemple, à un livre, eh bien ça n'est plus le même livre. Cet argument-là, il fonctionne à l'envers également. Si vous retirez à un bâton une partie du bâton, ça n'est plus le même bâton. Donc l'argument de la croissance ou de la décroissance fait que la question de l'identité se pose en termes problématiques, appliquée là à l'espèce humaine. Est-ce que je suis le même, moi, François Bousquet, qui suis né en 68, qui va avoir 53 ans, est-ce que je suis le même que celui que j'étais il y a 10 ans? Est-ce que je suis le même que celui que je serai dans 10 ans? Les gens qui font objection au principe de l'identité, à l'immutabilité de l'identité, vous diront non, François Bousquet n'est pas le même, c'est un autre homme. Or non, si j'étais un autre homme, c'est parce que je ne suis pas le même que mon identité est préservée. Sinon, je serais un dieu. Un dieu, lui, pour le coup, il ne grandit pas. Un dieu chez les Grecs, il est dieu de la fin, il ne meurt pas. C'est parce que je nais, je grandis et je meurs que c'est ça qui fonde mon identité en tant qu'être humain. Et non pas le fait que je change à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, je ne suis plus le même homme. Non, au contraire, c'est le propre de l'identité de l'homme, de notre identité, qui est fixe, et bien d'avoir une courbe, comme la flèche du temps, et de retomber. C'est ça l'identité. Même chose pour vous l'avez peut-être en tête, ceux d'entre vous, qui font un peu de philo sur le fleuve héraclitéen. Vous savez, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais si, on se baigne toujours dans le même fleuve. Pour ne pas se baigner dans le même... Parce que le propre du fleuve, c'est de s'écouler. Le propre du fleuve, c'est que l'eau s'écoule. Donc je me baigne deux fois, toujours, dans le même fleuve, 3 fois, 4 fois. Si je ne me baigne pas dans le même fleuve, c'est parce que c'est un lac. Parce
parce que l'eau ne s'écoule plus, parce que c'est une mer, hein, parce que l'eau ne s'écoule pas, parce que c'est un fleuve asséché. Et le propre du fleuve, c'est de s'écouler. Donc tout ça pour vous dire qu'on a tendance à la philosophie, il ne faut pas se laisser aveugler par elle, je le redis, ça a un petit côté abstrait, il ne faut pas se laisser aveugler par la philosophie. La philosophie, en tout cas chez les sophistes, hein, en tout cas chez les philosophes contemporains et surtout chez les historiens contemporains, ils ont tendance à nier ce principe de l'identité. Non, il existe, hein, et on peut leur expliquer, on peut leur montrer en quoi, logiquement, François Bousquet a une identité propre, hein, et non pas 10 identités. La même chose pour vous. Donc, définie à minima, l'identité, c'est la chose qui possède la vertu d'être elle-même, c'est-à-dire d'être un homme. Autre chose, oui. L'idée moderne que nous recevons par nos médias, par nos biais d'information, par les écoles, etc., c'est que l'être humain n'a pas besoin de médiation, que nous sommes immédiatement des hommes. Or, nous avons besoin de médiation. Les catholiques le savent, vous le savez mieux que quiconque, il faut qu'il y ait un prêtre, il faut qu'il y ait un médiateur. Or, nous pensons faire l'économie du médiateur. Donc, pas de corps intermédiaire, pas de médiation instituante. Ce faisant, on va donner naissance à quantité de pathologies sociales, pas ici. Et la principale pathologie qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une pathologie de l'explosion des identités. Et en psychiatrie, il y a un terme pour expliquer l'explosion de l'identité, c'est la schizophrénie. La schizophrénie est la forme normale d'être un homme aujourd'hui. Si vous devez être un homme, vous ne pouvez pas être schizophrène, parce que vous êtes sommé d'avoir plusieurs allégeances, d'être français, espagnol, européen, citoyen du monde, que sais-je, le trans, et on est sommé d'avoir quantité d'identités. Donc la schizophrénie est le moyen que notre époque a résolu pour dénouer ce dilemme identitaire. Pourquoi ? Parce que l'homme ne veut pas, ce qui est ici, c'est que l'homme ne veut pas du principe de racinement. L'homme ne veut pas s'enraciner. L'homme ne veut pas habiter, la Terre. Je vous trouve pas mal de passages. Il y a 2 livres que je vous recommande. C'est Les Déracinés de Barès. On ne lit pas assez Barès, c'est un immense écrivain. Et Les Déracinés est un livre prémonitoire sur notre époque, vraiment prémonitoire. C'est une trilogie qui est fantastique, mais vous pouvez lire que le tome 1. Et lire en vis-à-vis, mais un crayon à la main pour le critiquer, c'est La nausée de Sartre qui lui répond. Et il y a une comparaison entre 2 formes d'enracinement, une forme d'enracinement et de déracinement qui est fantastique, évidemment au détriment de Sartre. Pardonnez-moi, je vais un peu vite. Donc venons-en au cœur de notre sujet. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il a été préempté par la gauche, c'est un problème. Par exemple, il a été préempté par José Bové. José Bové est un quasi-compatriote, puisque si je suis un Auvergnat, mes origines sont en Auvergne, enfin sont en Aveyron, mon roi d'Écosse. Alors il a écrit un livre qui s'appelle Paysan du monde. Comment peut-on être paysan du monde? C'est la même chose qu'avec l'identité ouverte. Ça n'est pas possible d'être paysan du monde. On est forcément paysan de quelque part. Intéressez-vous à l'étymologie. La ferme, c'est ce qui est fermé, c'est ce qui est enclos. Le paysan ne peut pas être ouvert par définition. Le paysan ne répond pas au schéma de la société ouverte. C'est pas possible. C'est vraiment ce qui est fermé. La ferme est fermée. Et Ramu, qui est un magnifique écrivain que j'évoquais devant vous, disait que l'homme élémentaire, c'était le paysan, c'était le roi du monde. Pourquoi? Parce que il regardait ses champs, donc son enclos, et ceux qui regardaient, c'était pas son écran, c'était les étoiles, c'était le ciel. Donc c'est ce qu'il faut qu'on retrouve, que vous retrouvez ici. Ici, on voit le ciel, on regarde le ciel, on regarde la voûte céleste. Mais en ville, on ne regarde pas la voûte céleste. C'est pas possible. Donc abandonnez vos écrans. Alors, autre point qui est très intéressant pour nous, c'est le Covid. Le Covid, je ne parle pas des questions de vaccination, de passe sanitaire, je parle de l'expérience du Covid, ce qu'a été le Covid pour nous, en mars 2020. Qu'est-ce que ça induit comme changement? Alors je sais que le système est extraordinairement résilient, je sais que l'économie est extraordinairement résiliente, et que d'ici 2 ans, 3 ans, le trafic aérien va reprendre, la mondialisation va reprendre sur les chapeaux de roue. Pour autant, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? On a tous fait une expérience de mort sociale imminente. Tout d'un coup, le monde, à midi, j'étais à Paris ce jour-là, ils ont fermé la librairie, le 17 mars ou 18 mars,
tout d'un coup, à midi, tout le monde s'est réfugié chez lui. Tout le monde. On a déserté, c'était fantastique, c'était impressionnant. Une espérance sociale de mort imminente. Hein. Tout s'est écroulé. Les gens, on a eu peur pendant 15 jours. Après, au bout de 15 jours, on a plus, ceux qui sont là n'ont plus eu peur. Hein. Mais bon, pendant 15 jours, on a eu peur. Donc, tout d'un coup, l'économie mondiale a subi une crise cardiaque. Qui aurait cru que l'économie mondiale aurait pu connaître une crise cardiaque foudroyante? Hein. Elle l'a connue subitement, suite à un virus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé, il y a eu l'exode rural, il s'est passé un exode urbain. À Paris, la librairie est dans le 7e arrondissement, quartier assez riche, hein. 20% de la population parisienne avait quitté Paris. 20%, c'est colossal. C'est comme en 40, hein, je veux dire, ou en 70. Hein. Dans nos quartiers, il y a un tiers des gens qui ont quitté Paris. Donc c'est une expérience très intéressante. Vous qui êtes jeunes, en particulier les pères de famille, hein, beaucoup d'entre vous faites le choix d'aller vivre à la campagne, en tout cas de quitter la ville, hein, pour ne pas donner à vos enfants une éducation dans des crèches trop mélangées, trop agressives. Hein. Donc cette tentation-là, elle nous effleure tous la tête. Moi, il y a 12 ans, on s'est installé avec ma femme à la campagne, donc je suis ce qu'on appelle un rurbain, je partage mon temps entre Paris et la Bourgogne et Lyon, hein, mais j'ai fait le choix de me réimplanter, de me réenraciner. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une remigration intérieure. Hein. Nous, on milite à la librairie, pas qu'à la librairie, aussi à Éléments et ailleurs, pour une remigration, un principe de remigration, que les gens, que chacun chez soi, les vaches seront bien gardées, que les Africains retournent en Afrique, etc. Mais on peut concevoir également une remigration intérieure, hein, c'est-à-dire parcourir le chemin inverse, ce qu'ont pu faire nos parents et nos grands-parents, qui ont quitté la campagne pour la ville. Eh bien, nous, on peut imaginer, grâce aux moyens dématérialisés, le net, etc., de faire le chemin inverse. Alors cette expérience, je vous invite, on est envahi désormais par la question de la vaccination et du pass sanitaire, hein, et n'oublions pas l'expérience qui a été la nôtre en mars 2020. N'oubliez surtout pas, ne faites pas comme si elle n'avait pas eu lieu, parce que la société, dans 2 ans, va nous faire croire qu'elle n'a pas eu lieu cette expérience. Or, elle a eu lieu cette expérience. Hein. Et on s'est traduit en quel terme, hein? Eh bien que le repli était un abri, que la famille était un refuge, que la frontière était une protection. Chacun d'entre nous, moi le premier, puisque je suis souvent requis en déplacement, chacun d'entre nous a retrouvé l'oikos. Et ici, nous sommes dans un oikos au sens des Grecs, hein. C'est-à-dire que c'est un lieu d'habitation, mais c'est aussi un lieu de production. Et c'est ce que nous faisons, nous aussi, à notre titre, hein, pas de manière aussi importante, hein, mais on essaye également de renouer avec l'oikos. C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'habiter un lieu, même s'il faut l'habiter. On a tendance à déserter le lieu aujourd'hui. On conçoit l'habitation comme une chambre d'hôtel. C'est ce que disait Welbeck ou Jacques Attali. Pour moi, la France, c'est une chambre d'hôtel. Non. L'étranger peut être une chambre d'hôtel, et encore. Mais réimplantons-nous, réapproprions-nous le lieu. Et réapproprions-nous notre conception du foncier. Elle est déformée, nous sommes tous déformés par la société. On achète des biens, on revend, c'est inconcevable pour nos aïeux. Nos aïeux sont racinés dans un processus dynastique. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient d'une terre qu'ils transmettaient à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Or, aujourd'hui, on fait l'inverse. Hein. En tout cas, les Parisiens, que je suis en partie, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on achète un bien qu'on revend. C'est-à-dire que l'obsolescence programmée de nos machines se retrouve également dans nos enracinements. Donc, peut-être que le Covid nous a rappelé que les gens qui étaient au bout du monde, hein, en train de faire les zouaves, dans une banque, que sais-je, et bien en mars 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont courus à l'ambassade, hein, ou au consulat, pour regagner leur pénate, regagner leur logis, regagner leur intérieur. Donc c'est une expérience que je vous invite à ne surtout pas oublier. Elle est fondatrice pour nous, ou refondatrice. Hein. Alors comment lutter contre les tentations qui s'offrent à nous dans ce monde? Hein? Comment lutter contre l'emballement? Comment lutter contre l'accélération permanente des temps? Même si j'ai la cinquantaine, hein, j'ai toujours été fasciné par le futurisme italien, qui est un mouvement qui repose sur la vitesse. Donc la vitesse nous fascine. Pour autant, nos sociétés ne reposent plus que sur la vitesse. Elles ne reposent plus que sur un principe d'accélération. Il y a un auteur allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit un livre sur le principe d'accélération. Comme beaucoup d'Allemands, et pas seulement d'Allemands, de sociologues un peu philosophes, hein, qui cherchent à savoir quel est
la matrice du monde moderne. Hein. En général, la matrice, les exemples qu'on cite, c'est Max Weber et d'autres, hein, c'est que notre monde est rationnel. C'est le principe de rationalité qui, depuis les Grecs, hein, distingue l'homme européen de l'homme africain, de l'homme asiatique, que sais-je. Hein. D'autres vous diront l'autonomie, le principe d'autonomie, c'est-à-dire fonder des sociétés auto-instituées par les hommes, la démocratie. Mais Rosa dit non, c'est pas ça. Ce qui fonde la modernité, c'est l'accélération. C'est une société qui va de plus en plus vite, qui va toujours de plus en plus vite. Et il distingue 3 niveaux d'accélération. Le niveau automobile, les trains, etc., qui vont toujours de plus en plus vite. Hein. Mais pour nous, il y a un niveau surtout qui c'est celui sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est l'accélération du changement du mode de vie. Vous êtes encore jeune, donc vous êtes né, vous, dans cette frénésie, dans ce maelstrom. Hein. Mais ceux d'entre nous qui ont la cinquantaine et plus, hein, c'est sidérant ce qu'on a vu passer. C'est sidérant. Mon père, qui n'est plus là, mais qui aurait 90 ans aujourd'hui, c'est sidérant. Il a connu une guerre mondiale, il a connu des déclarationnements, mais nous, c'est rien à côté de moi. Moi, ce que j'ai connu, c'est fantastique. Hein. Voir un transsexuel à la télévision il y a 5 ans, je dis bien il y a 5 ans, c'était inconcevable. Or, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Donc, il y a une accélération foudroyante du changement des modes de vie. Et l'être humain est ainsi fait qu'il s'habitue à tout. On crée des routines de regard. La première fois que vous voyez dans la rue un jeune avec des dreadlocks, hein, c'est qui c'est Zozo, quoi. La deuxième fois, je suis sursauté. La troisième fois, vous passez comme si vous ne l'avez pas vu. Voir des jeunes filles percer dans des endroits inimaginables, hein, c'était inconcevable il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est pour quantité de gens, c'est rentré dans l'ordre des choses. Hein. Donc il y a une accélération vertigineuse, hein, encore beaucoup plus que nos moteurs. Hein. Nos moteurs, ils iront jamais aussi vite que la lumière. Hein. Alors ça va toujours de plus en plus vite, hein, mais c'est une progression qui est arithmétique. Hein. La progression est géométrique dans le changement des modes de vie. C'est sidérant en quelques années. Bonjour au Galinacé, là, qui nous rejoint. C'est sidérant, c'est le changement des modes de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut changer de sexe, hein. On peut porter des anneaux dans le nez, on peut grand remplacer un peu, c'est ce qui se passe, hein, sans susciter la moindre réaction de nous. Tellement nous sommes accoutumés à l'idée qu'on est rentré dans un processus, une dynamique, hein, de changement permanent, de changement perpétuel. Autre grand moteur de la modernité, la puissance, le régime de puissance, hein, mais qui rejoint la vitesse. Hein, parce que la vitesse a beaucoup d'écart, c'est de la puissance. Que s'est-il passé avec la révolution industrielle? Eh bien, on a assisté aux dernières lueurs de la sagesse grecque. Dans la sagesse grecque, il y a un grand mythe, hein, c'est celui des titans. Les dieux, quand ils instaurent l'univers, la théodicée, en fait, des Grecs, hein, donc c'était il y a 2500 ans, même un peu plus, hein, eh bien, ils mettent en scène Zeus et les dieux qui chassent les titans. Les titans, c'est les forces obscures. Or, ces forces obscures, nous les avons reconvoquées avec la révolution industrielle. Carl Schmitt a ce mot fantastique pour dire que depuis la révolution industrielle, la Terre grince. La Terre grince. L'un des pionniers, James Watt, hein, qui a inventé la machine à vapeur, hein, quand il faisait visiter avec son associé ses entreprises, hein, il disait « Ici, messieurs, nous vendons de la puissance ». Donc de fait, nous sommes obsédés, l'être humain est obsédé par cette puissance. Hein. Cette puissance, c'est de la macrophilie. Et on est macrophilie, donc l'amour du grand, l'amour du géant, l'amour des tailles XXL, l'amour du bigness, l'amour du too big, too fail. Nous sommes fascinés par ça. Et dans cette macrophilie, sans jouer sur les mots, il y a une dimension nécrophilique, hein, nécro, la mort. Il y a un amour de la mort dans cette chose surdimensionnée. Il y a pas mal d'auteurs chrétiens, qui ont écrit au contraire des livres qui s'appellent des grands succès des années 1950. C'est Small is Beautiful. Je ne sais pas si dans l'absolu Small is Beautiful. Disons que Small est peut-être beautiful, mais Big, le grand aussi, après tout, peut-être beau. Mais dans le grand, on n'a pas de liberté. Si on veut être autonome, si on veut être libre, hein, et c'est le but qui est le nôtre, hein, c'est le but du localisme, hein, je vais y venir, hein, le but ultime de localisme, hein, c'est fonder des sociétés, des communautés autonomes. Hein. Il faut qu'on fasse le choix du petit et qu'on défende le petit, de ce small is beautiful, même si par ailleurs le grand l'est
également. Mais mieux vaut, comme disaient nos grands-parents, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Un petit chez soi, nous sommes autonomes, indépendants, libres, maîtres de notre destin. Et ce small is beautiful, eh bien ça passe évidemment par le localisme. Donc, comment faire pour penser politiquement le localisme? C'est assez difficile. Sur quelle base? La base, je viens de l'évoquer, la première base, c'est l'autonomie. C'est le droit de l'être humain à fonder des communautés autonomes, des communautés qu'il préside. C'est la défense des libertés locales ou communales, qui passe forcément par une forme d'autonomie. C'est impossible qu'il en soit autrement. Qui passe par des formes de décentralisation. Son mot d'ordre, mais on emprunte une fois de plus à l'adversaire le mot d'ordre, c'est penser globalement le monde et agir localement. Alors dites-vous bien que ce small is beautiful n'est pas, à proprement parler, une philosophie du repli. C'est au contraire la seule mesure possible de l'homme. À une seule condition, c'est que le petit ne devient chérissable qu'à la condition de contenir sa propre grandeur et de poser les conditions de notre propre autonomie politique. Autrement dit, le petit doit se faire grand. C'est ce que nous signifiait Ramu, que j'évoquais devant vous tout à l'heure, quand il associait ces deux titres de ses livres, ce qu'il appelait la taille de l'homme. Il faut une société à la taille de l'homme. C'est tous les travaux d'Olivier Rennes aujourd'hui qui portent là-dessus. En fait, le problème n'est pas la grandeur, que ce soit petit ou grand, il faut que ce soit à notre taille, à notre proportion. Et donc Ramu associait la taille de l'homme à ce besoin de grandeur. Donc le petit n'est pas méprisable, mais le petit doit se faire grand. Alors quels sont les leviers dont nous disposons pour mettre en œuvre ce petit, en l'occurrence ce localisme? Alors ils sont connus, mais vous allez voir surtout pour nous Français, qui sont assez difficiles à mettre en œuvre. Alors il y a d'une part le principe de subsidiarité. Il y a la décentralisation, il y a le fédéralisme, ça ce sont des outils politiques, parce qu'on ne fera pas l'économie du politique. Il y a la démocratie participative, la démocratie directe, et il y a surtout l'impôt. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes libres? Eh bien, c'est ce que Aristote, et c'est sûrement, moi je pense, une des principales leçons d'Aristote, c'est ce principe de subsidiarité. La subsidiarité, c'est le principe suivant lequel les prérogatives et les compétences de l'échelon supérieur sont toujours limitées, sont toujours encadrées, en tout cas subordonnées. Et elles ne deviennent effectives, donc les prérogatives du dessus, que là où l'échelon inférieur est incapable de se gouverner de par lui-même. C'est-à-dire que tout ce que la famille peut faire, eh bien, il faut laisser à la famille le soin de le faire. Tout ce que le corps de métier ou les corps intermédiaires peuvent faire, il faut laisser au corps intermédiaire, au corps de métier, la possibilité de le faire. Même chose de la région jusqu'à l'État. De fait, il y a des tâches que l'État ne peut pas, que les communautés locales ne peuvent pas accomplir. Une famille ne peut pas frapper de la monnaie, c'est pas possible. Une famille ne peut pas lever une armée, c'est pas possible. Une région ne peut pas, imaginez une région, la Bourgogne, pour parler de chez moi, qu'on ait la capacité, l'aptitude de Bourguignon à produire des ministres, des diplomates. Non, c'est... Donc ça, la région ne peut pas le faire, ça. Donc elle le délègue, c'est le principe de subsidiarité. Et comme ça, les communautés sont symbiotiques, elles sont entrelacées. La famille, la commune, la région. Comme ça, nous pouvons, c'est ça l'autonomie, nous pouvons contrôler politiquement ce que nous faisons. Et nous ne le déléguons pas. Alors c'est très difficile à mettre en œuvre un tel principe. Ceux d'entre vous qui connaissent la Suisse, vous diront qu'en Suisse ça marche. Mais en France, de fait, notre tradition centralisatrice, notre tradition jacobine, fait qu'il est quand même très difficile de gérer localement. Parce que vous savez qu'un maire n'est pas seulement le mandataire de ses électeurs, un maire c'est aussi un fonctionnaire. Et en tant que tel, il relève de l'État. C'est-à-dire qu'un maire, il doit rendre des comptes à un préfet. Donc il doit rendre des comptes à Paris. On n'a pas en France cette tradition, je la regrette, d'autonomie régionale, comme peuvent l'avoir
les Suisses et les Allemands, par exemple, à un moindre degré, mais surtout les Suisses. Donc ce sera un schéma qui sera assez difficile à mettre en œuvre, mais pour lequel on doit œuvrer politiquement, parce que nous devons faire de la politique. Le danger qui nous menace, le danger qui menace le localisme, c'est d'être apolitique, c'est de sortir du politique, c'est de penser que nous pouvons nous retrancher du monde et faire abstraction du reste qui nous entoure. Alors nous sommes des créatures politiques d'abord. Donc il faut qu'on ait l'autonomie, et que cette autonomie-là ait une traduction politique. Sans traduction politique, on sort de l'histoire, on décroche, et n'est-ce pas, on passera sous le nez. Autre possibilité, mais que nous Français, d'autres Français ne pouvons pas retenir, malheureusement, c'est essayer de concevoir un fédéralisme, là pour le coup un peu à l'allemande, au niveau français. Je vous donne un exemple. Nos identités ne sont pas assez fortes régionalement. En tout cas, dans la France centrale, nos identités régionales ne sont pas assez fortes. En Bourgogne, l'identité bourguignonne n'est pas assez forte. Elle devrait être beaucoup plus forte. Vincenot, d'autres portent une identité très forte, tout en étant gaulois et français. La question n'est pas là. Mais de fait, dans ce qu'on appelle les marches de la France, c'est-à-dire les pays qui ont été intégrés, souvent de force, par les armes à la France, je pense à la Bretagne, à l'Alsace, ou les pays, encore mieux, qui ont subi un traumatisme très lourd, je pense à la Vendée, ont développé une identité locale très 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 forte. Et c'est leur atout. Là, on est au cœur du localisme et de l'identité. Une petite parenthèse sur la Vendée est fascinante. La Vendée est une petite Suisse. Le taux de chômage de la Vendée, c'est la Suisse. Les employés sont très bien payés. Il n'y a aucune culture syndicale en Vendée. Ne croyez pas quand je dis ça, c'est que je veux qu'on tape un coup de marteau sur les employés. Pas du tout. Il y a un dialogue permanent entre l'employé, le cadre et le patron. Pourquoi? Parce que c'est enraciné. Parce qu'il y a un ancrage territorial. Même chose en Bretagne, même chose en Alsace. Donc il faut qu'on œuvre, nous, dans les régions centrales, à restaurer nos identités locales. Elles ne sont pas antinomiques avec notre identité principale, qui est l'identité nationale. En aucun cas. Mais ça nous permet, ça nous permet d'avoir un modèle économique où on n'est pas à la traîne, je sais pas, c'est moins de 5% en Vendée le taux de chômage. On a l'impression qu'on est en Suisse. Autre outil politique, mais qui n'est pas totalement satisfaisant. Donc, vous voyez, j'ai mis des réserves tout le temps. Pardon. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, qui est un peu un joujou, il y a un gadget, là encore porté par la gauche, porté par Ségolène Royal il y a une vingtaine d'années. C'est l'idée qu'on doit participer à la décision publique, qu'on doit participer, nous citoyens, à la délibération publique. Or, ça requiert beaucoup de temps que nous n'avons pas. On n'a pas de temps. C'est très chronophage et c'est monopolisé et phagocyté par des professions à très fort capital culturel. En l'occurrence, des professeurs d'université, les gens qui votent Mélenchon, qui ne votent pas pour les candidats que nous pouvons choisir. Je ne sais pas quels sont nos candidats, mais on n'a pas de place dans cette démocratie participative. C'est vraiment un joujou. Il y a un grand penseur libéral, français, franco-suisse, qui s'appelle Benjamin Constant, et qui a opposé la liberté des anciens à la liberté des modernes, pour illustrer ce dilemme du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nos familles nous requièrent, etc. Nos chantiers nous requièrent. Donc on n'a pas de temps que ça. Et Constant disait que la liberté des anciens était fantastique, mais on est incapable, nous modernes, de la pratiquer. Alors c'était un libéral, Constant, ce qui n'est pas mon cas, mais l'exemple est quand même assez frappant. C'est qu'il disait que nous modernes, donc la liberté des modernes, eh bien on demande à l'État de ne pas grignoter nos vies particulières. C'est ça notre liberté. C'est une liberté, en ce sens, qui est négative, puisqu'elle ne nécessite pas de participation de notre part à la vie politique, à la délibération. On demande simplement à l'État, eh bien ici, c'est sanctuarisé, c'est mon entreprise, ne mets pas tes pattes là-dedans, c'est ma famille, ne touche pas ma famille. Donc c'est une conception négative de l'identité. Mais elle ne fait que refléter le peu de temps dont on dispose. Donc la démocratie participative, elle est problématique. Avant-dernier point, la démocratie directe. Une petite parenthèse sur Rousseau, qui est un penseur beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut imaginer, Rousseau, que je ne vous déconseille pas. Il faudra même que je vous recommande, sur le contrat social en particulier. On se fait beaucoup d'idées sur Rousseau, à tort.
Rousseau est un grand défenseur d'une démocratie, ce qui est authentique, donc directe. C'est le critique le plus radical de la démocratie telle que nous la vivons depuis 250 ans, qui est une démocratie par délégation. C'est-à-dire qu'on confie à un parlementaire, on confie à un maire le soin de nous représenter. Rousseau disait que dès que vous confiez à quelqu'un le soin de vous représenter, la démocratie est morte. Franchement, le critique le plus radical de la démocratie, pour moi, qui est la nôtre dans tous les pays d'Occident, c'est lui. Mais on ne peut pas. Rousseau a écrit une constitution pour la Corse, pourquoi pas? Je veux dire, c'est insulaire, c'est un petit pays. Mais les grands ensembles ne peuvent pas concevoir la démocratie comme la concevaient les anciens. Il fallait avoir du temps, il fallait être un patricien, il fallait que sais-je. Donc la démocratie est assez difficile, direct, à mettre en place. Sauf qu'il y a le référendum. Le référendum, par exemple, pour ne pas la citer, Marine Le Pen, va proposer dans son programme toute une batterie de référendums. C'est-à-dire que c'est rendre au peuple le pouvoir. Dans tous les ronds-points des Gilets jaunes, première manière, mais même seconde manière, malheureusement, un des grands motifs qui a été porté à l'ordre du jour par les Gilets jaunes, c'est le RIC. C'est-à-dire que grâce au RIC, les Gilets jaunes espéraient pouvoir mettre aux voix des grands thèmes importants. L'identité est un thème important. On pourrait imposer l'identité par voie référendaire. Et également, les Gilets jaunes demandaient, dans ce cadre d'une démocratie directe, le pouvoir de révocation, un pouvoir révocatoire. Les gens qui nous représentent mal. Donc nous pouvons les chasser. Le peuple peut choisir de les chasser. Donc c'est un autre mode de démocratie participative. L'autre moyen, qui est le plus efficace, parce que nous sommes des hommes, c'est la baguette magique fiscale. La baguette magique fiscale, c'est la plus simple. Vous tapez au porte-monnaie, et alors là, vous pouvez, grâce au levier fiscal, essayer de piloter, ou en tout cas encourager du localisme. Non pas avec la taxe carbone, non pas avec toutes les foutaises vertes. On a été voir les cochons tout à l'heure avec, pas une dodoche, mais une acadiane. L'acadiane est polluante. Si vous faites le contrôle technique, elle ne passe pas le contrôle technique. Un C15 ne passe pas le contrôle technique. Ça, c'est pas possible. En termes de pollution, vous mettez, parce que vous mettez dans les pots d'échappement, c'est fini. Pour autant, c'est pas polluant, un C15. Il a été construit il y a 20 ans, une acadiane il y a 40 ans, une de chevaux il y a 60 ans. Dans les coûts de la pollution qu'on n'envisage jamais, il y a des coûts de production. Il y a les coûts de démantèlement. Une voiture électrique qui est 100 fois plus polluante qu'une acadienne. C'est en termes physiques, pas de la démagogie, en termes physiques. Donc il faut dire que quand les dodoches envoient des jets de gasoil dans le pot d'échappement, c'est pas polluant. Ce qui est polluant, donc la taxe carbone n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens écologique. Quand on envisage d'un point de vue écologique authentique. Autre problème, la communauté européenne est tellement folle qu'elle nous interdit non seulement la préférence nationale, ça c'est interdit, mais elle interdit la préférence locale. Il est interdit, en tout cas pour les commandes publiques, sauf sous certaines conditions, entre autres le coût carbone. C'est un entrelac de règles qui est cauchemardesque. Alors certes, les municipalités le maîtrisent, mais dans les faits, la communauté européenne interdit la préférence locale. Donc comment instaurer du localisme quand pèse sur nous un tel interdit? Pourquoi elle l'interdit? Eh bien, c'est les règles de l'OMC, c'est le principe de non-discrimination, de concurrence loyale, non pas déloyale. Et vous l'avez peut-être vu ici, avec la cause Molière, puisqu'elle a été défendue en particulier ici, dans cette région. La cause Molière, c'est surréaliste. Alors, la jurisprudence n'est pas très claire sur la cause Molière, mais la cause Molière, c'est le principe de la préférence nationale, qui n'est jamais qu'une forme de préférence locale. Et elle a imposé dans les chantiers publics, là où il y a de la commande publique, donc là, les chantiers qui sont payés par nos impôts, que les travailleurs détachés, que Pavel, et Pavel nous dérange moins que Mamadou ou Eliane sur un chantier, parlent français. Or, on ne pouvait même pas, même les partisans de la clause Molière, même Wauquiez, ne pouvaient pas dire, parce qu'en étant en France, on parle français. Ça, on n'a pas le droit de le dire. C'est surréaliste. On pouvait défendre la clause Molière pour protéger le travailleur détaché. Parce que s'il ne parle pas français, l'échafaudage lui tombe dessus, il faut que le chef de chantier le prévienne. Mais on ne peut pas défendre le français chez nous, c'est surréaliste. On ne peut pas, donc la communauté européenne nous interdit le principal levier qui nous permettrait de mettre sur pied le localisme. Et ce principal levier,
c'est les identitaires, hein, et Philippe Millot en particulier, mais c'était les identitaires, avant la génération identitaire, qui avaient porté ça, et que n'importe qui se présente à la présidentielle devrait imposer, quitte à piétiner les traités, c'est la détaxation de proximité. Si vous voulez vraiment favoriser le localisme, hein, et le Covid nous a montré à quel point nous avions déserté le local. Hein, on est incapable de fabriquer du paracétamol. On est incapable de fabriquer des masques. On a tout renvoyé, les masques sont fabriqués en Mongolie intérieure. On n'est pas capable de faire des masques. Donc comment réencourager les gens en termes agricoles, en termes industriels, de petits commerces de proximité? Il faut qu'on les aide. Hein. Et comment les aider? Eh bien, une fiscalité verte, avec une détaxation de proximité, avec des niveaux de TVA. Il nous suffirait de régler la TVA. Si un produit vient de l'extérieur, la TVA est plus forte. Si un produit vient des frontières extérieures de l'Union européenne, eh bien, le niveau de TVA est plus fort. Et on n'a pas le droit. On ne peut pas le faire sur des critères identitaires. Hein. Pourquoi? Je reviens au point de départ. Parce que nous avons déserté ce terrain-là. On a abandonné le localisme aux écologistes. Donc les écologistes n'ont pas de réflexe identitaire, n'ont pas de réflexe enraciné. Eux, ils n'ont qu'un réflexe carbone, que le coût carbone. Donc on peut, sur des petites commandes publiques, hein, mais c'est des petites, hein, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais ceux d'entre vous qui font du droit public le connaissent mieux que moi. Sur la petite commande publique, on peut privilégier l'artisan local. Mais sur des gros chantiers, non. Et comment vous expliquer que Veolia, Bouygues, hein, c'est pas de la démagogie de ma part, mais Veolia, Bouygues, hein, vivent pour moitié de la commande publique. C'est-à-dire qu'eux vivent pour moitié de la corruption d'État. Quand ils veulent un chantier, quand Bouygues veut faire un gros chantier, le ministère des Armées, que sais-je, de la Défense, hein, c'est notre impôt qui le paye. Hein. Mais lui, alors évidemment tout ça est masqué, tout ça est caché, mais lui a droit à passer au-dessus de la loi. Nous on ne peut pas. Donc tant qu'on n'aura pas levé l'idée que la préférence locale hein, est philosophiquement tenable, défendable, chérissable, dès lors qu'on n'aura pas triomphé dans notre adversaire, les Verts, donc les Verts c'est le gaucho de l'écologie. Les Verts c'est un insecticide tueur, c'est que de la cosmétique, hein, c'est que du vélo. Ça ne me dérange pas, je fais du vélo, je veux dire. Mais ça dépasse ça sur l'écologie authentique. Je ne sais plus qui disait ça, peut-être Guillaume, mais je ne crois pas. Ça passe par la chasse, ça passe par le territoire. Hein. Ça passe par ce qu'on appelle le capital d'autochtonie. Le capital d'autochtonie, eh bien, c'est des poules, hein. C'est des races rustiques, hein. C'est de la pêche. Hein. Là est la vraie écologie. Or, comme on a déserté ce terrain-là, comme la droite hein, ne se conçoit et ne se comme droite hein, qu'au prix d'un reniement idéologique, hein. C'est ça aujourd'hui la droite. Hein. Elle est progressiste, atlantiste, libérale, citadine. Comme tous nos référents ont été brouillés, à cause du communisme, entre autres, hein, parce que par phobie du communisme, on a épousé, on a rallié le camp atlantiste américain, on en a oublié tous nos fondamentaux. L'écologie, c'est pas mon sujet, mais je vous le signale, hein, on trouve des penseurs proto-écologistes dans toute la pensée légitimiste du XIXe siècle. Hein. Les vrais écologistes, c'est ce qu'on appelait le courant agrarien. C'est un courant agrarien qui célébrait l'ordre éternel des champs. Fin 19e, début 20e. Ça va déboucher sur Vichy, le maréchal paysan, qui était un escroc, pardonnez-moi, parce que lui, au contraire, a été le premier à faire un développement de la mécanique agricole. Vichy, contrairement à ce qu'on croit. Mais bon, l'agrarisme est mort, et de fait est mort à Vichy. Mais pour autant, pour nous, c'est une ressource écologique fantastique. Hein. Une écologie des territoires, avec un ancrage territorial. Et tant qu'on ne renversera pas cette donne, c'est-à-dire que tant qu'on n'imposera pas nos thèmes, on sera contraint, et je vais en rester là, on sera contraint de nous placer sur le terrain de l'adversaire, donc de ne jamais jouer à domicile, hein, donc de nous tirer une balle dans le pied, donc de perdre au final, hein, et donc de développer des modèles qui ne correspondent pas à notre vision du monde. Hein. Notre vision du monde, elle est enracinée. Je voulais vous donner beaucoup d'exemples, hein, parce que c'est un peu abstrait ce que j'ai dit. Et en fait, j'ai très peu d'exemples à vous donner, puisque la plupart des exemples que je pourrais vous donner, il y a des systèmes d'échanges locaux, qui sont tout ça, c'est un peu des gadgets. Hein, faut pas se méprendre. Hein.
en particulier dans les provinces, ça a été mis en place par des urbains, un peu bobos, qui ont mis en place donc, des CEL, des systèmes d'échange locaux, ça s'appelle CEL, avec des monnaies de singes, hein, pas de singes, des monnaies de substitution. Par exemple, moi je donne un cours de français, de grammaire, hein, à des enfants. Ben, à une famille, hein, ben, je ne me fais pas payer. Je me fais payer avec une fausse monnaie. En contrepartie, ben, je demande à cette famille qu'elle coupe, il y a un affouage dans mon coin, qu'elle coupe mon bois. Parce que je ne sais pas le couper, le bois. Donc on échange, c'est super, mais je veux dire, c'est 0,00001%. Il y en a 10 autres des comme ça. Mais c'est l'adversaire qui l'a inventé, c'est pas nous. Donc ici, on voit, c'est pas pour la première fois, mais c'est un chantier qui, au contraire, nous montre qu'on doit être proactif, on doit avoir une démarche proactive. On a une démarche trop passive, dès qu'on parle d'écologie, d'enracinement et de localisme, parce qu'on n'est pas paresseux, parce qu'on n'est pas assez imaginatif, parce qu'on n'est pas assez inventif. On en est réduit à s'inspirer de ce que fait la gauche. Donc la gauche, c'est les systèmes d'échange locaux, c'est les AMAP. On a des copains, moi j'ai des copains identitaires qui ont fait des AMAP à Paris, c'est super. Mais c'est pas nous qui l'avons inventé. Et puis pour une AMAP, on a droit à un migrant. Donc, un titre individuel, je n'en veux pas. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est un AMAP? C'est des... En fait, je ne sais même pas l'acronyme à quoi il correspond. C'est des associations qui font que vous pouvez, quand vous êtes en ville, vous garantissez à un paysan que vous allez lui acheter toute la saison les fruits tirés de son potager. Donc vous achetez chaque semaine un panier. Alors ça respecte la saisonnalité, c'est bien pensé. Donc vous achetez, je sais pas, vous réunissez peut-être une centaine de Parisiens ou de Lyonnais. Vous garantissez à un paysan que vous allez lui acheter sa production, quelle qu'elle soit, et donc chaque semaine vous avez le poireau, après c'est les groseilles, après c'est les fraises. C'est très bien, je veux dire, c'est du produit de la ferme, c'est sain, c'est super. Mais à moins qu'on arrive à inventer des AMAP identitaires, là ça me réjouirait pour le coup. Mais il faudrait que ça fasse tache d'huile et qu'il y ait des exemples. On en a fait un à Paris, enfin des copains en ont fait un, qui tombait à l'eau. Donc ce qui fait que j'ai tendance à dire que c'est encore un gadget. Et peut-être que je me trompe. Il suffirait d'en parler. J'avais même pas pris soin de regarder la traduction de l'acronyme. On peut monter des coopératives. On peut faire plein de choses. Mais il faut qu'on les fasse. Et les Noix mettent sur pied un projet qui doit être une vitrine. Pour moi, ça doit être une vitrine, un laboratoire. Et là, pour le coup, on deviendra vraiment producteur de contenu avec notre vision du monde, qui est une vision du monde enraciné, qui est un local non pas fermé, mais pour autant pas ouvert, en tout cas pas ouvert à tous les vents, comme celui de notre adversaire idéologique. Donc ce sera la seule condition pour, en l'occurrence, porter nos thèmes. Je le redis, après j'en ai fini, ne désertons pas la politique. C'est le danger qui menace nos communautés, c'est de déserter le champ politique. Si on déserte le champ politique, on ne pourra pas imposer une fiscalité verte. Si on déserte le champ politique, on ne pourra pas imposer le référendum d'initiative populaire, ou citoyenne, peu importe, on s'en moque. Donc ne le désertons pas. Pour autant, appuyons-nous sur des communautés enracinées, fécondes, ce qui est le cas ici.